Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 45. Âgé de 45 ans et 215 jours, Venus Williams a disputé hier son premier match de l'Open d'Australie depuis 2021. L'américaine s'est inclinée en 3-7 face à Olga Danilovic. Venus Williams, joueuse la plus âgée à disputer ce tournoi, pourra nourrir des regrets, elle qui menait 4-0 dans le dernier set. Au sommaire de l'émission, ce soir, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a vivement critiqué le conseil de paix pour Gaza dirigé par Donald Trump. Qu'en pensent les débatteurs du soir? Réponse dans quelques minutes. Donald Trump est omniprésent dans nos vies, donc omniprésent dans cette émission. Et la France est-elle prête à élire un Trump? Je poserai la question à Nicolas Conquer, notre invité de l'interview du Tac au Tac. Nous enchaînerons ensuite avec le tour de l'info et en fin d'émission, un débat sera consacré à la commission d'enquête relative au 7 octobre 2023 et nous conclurons cette émission avec la carte blanche de Julien Assal. Vous êtes bien installé sur votre canapé? Allez, je vous présente le casting du soir. Débat saison 1, épisode 45 en compagnie de David Benichai. Bonsoir David, Bonsoir. Comment allez-vous? Super, merci. Une petite information pour commencer, vous êtes habitués. Le tribunal de première instance de Tel Aviv a condamné jeudi Ahmad Mohamed, 25 ans, originaire de la ville de Hawara, à 4 mois de prison ferme pour avoir craché sur une officier de Tzahal à bord d'un bus en mai dernier. On voit les images s'afficher, c'était à Ramat Gan. Que pensez-vous de cette condamnation? 4 mois ferme. Deux poids, deux mesures. Quand on sait qu'il y a des politiques, des députés, des gens qui ont été à Sde-Teman manifester, rentrer de force dans une base, et qu'au final, il n'y a aucune arrestation, alors que c'est une vraie transgression de la loi, deux poids, deux mesures. En face de vous, Guillaume Bensoussan. Bonsoir Guillaume. Raphaël. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Toujours heureux d'être là face aux téléspectateurs. Un petit mot, une petite information. Un porte-conteneur transportant 383 tonnes d'aide alimentaire est parti dimanche du port du Havre à destination de Gaza, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères. Vous saluez cette initiative? Écoutez, il faut systématiquement qu'Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Barrot, continuent de se faire reluire un peu parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent totalement le vote des banlieues. Donc la question de Gaza doit être toujours alimentée et c'est une manière de la ramener un peu dans le champ public pour faire comprendre à leur électorat, notamment à l'approche des municipales, qui sont également toujours présents sur ce front-là. Voilà comment j'ai lu la chose. Et on va tout de suite direction Paris, rejoindre Myriam Palomba. Bonsoir Myriam, heureux de vous retrouver. Comment allez-vous? Super, et vous? Ça va très très bien Myriam. Alors vous avez un spectacle à recommander à nos téléspectateurs. Oui, j'ai été voir le spectacle de magie Edécan Schizophrénie à la Grande Comédie et j'encourage tout le monde à aller le voir parce que j'ai pris vraiment une grande claque sur la vision que j'avais de l'immigration et de cette génération, cette seconde génération qui en fait n'est chez elle nulle part, que ça soit pour Magid en France ou au Maroc. J'ai trouvé ça à la fois émouvant et drôle. Donc voilà, c'est jusqu'au 13 février. Donc j'encourage les spectateurs à aller le voir. C'est très bien. Et si j'ai bien compris, il est originaire du Maroc, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et la transition est toute trouvée. Alors allez-y Myriam. Non, il raconte tout son parcours et voilà, c'est vraiment un spectacle formidable. On recommande et si vous passez à Paris, messieurs, en plateau à Tel Aviv, vous pourrez aller voir ce spectacle. Bonsoir Simon Moss, comment allez-vous? Bon, ça va très bien. Je disais que la transition était toute trouvée pour parler du Maroc, parce qu'on va faire avec vous un petit mot sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe titre aujourd'hui vainqueur par KO. Est-ce que c'est bien résumé? Alors,
Vous m'avez désigné tout à fait arbitrairement comme le porte-parole du football en France. J'apprécie cette attribution. J'ai attribué le rôle de docker du port du Havre à Guillaume Bensoussan. Et j'en suis très heureux. Et d'avocat notamment pour les dockers du moment qu'ils ne sont pas syndiqués à la CGT. Voilà. Et ça voudrait dire que Myriam est la comique de l'émission. J'ai quand même regardé la fin du match qui était tout à fait haletante. Ah bah voilà. Donc je n'ai pas la légitimité pour dire quoi que ce soit, si c'était KO ou pas KO. En tout cas, ça a été palpitant et le Sénégal méritait quand même de gagner. Désolé aux spectateurs marocains ou d'origine marocaine, mais évidemment que le Sénégal méritait de gagner cette finale. Et ben voilà, Simon, je ne vous en demandais pas plus que ça. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question, les atermoiements de Donald Trump sur l'Iran sont-ils devenus exaspérants? Vous êtes d'accord à 77% avec Michel Milbrand. Et à la question, les États-Unis trahissent-ils Israël en poussant l'autorité palestinienne à Gaza? Vous êtes d'accord à 74% avec Raphaël Bécache. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec le premier débat de l'émission. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a lancé une attaque virulente contre le Conseil de paix pour Gaza de Donald Trump lors d'une cérémonie marquant l'établissement de l'implantation de Yad Tziv en Judée-Samarie. Cette déclaration a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. La composition du Conseil de paix pour Gaza est-elle hostile à Israël? Simon a répondu oui et Myriam a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 45, face à face numéro 1. Allez, c'est parti. Simon, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Myriam, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Allez, Simon, c'est parti, c'est à vous. Vous savez, le Conseil de la paix devrait s'intituler le Conseil de la défaite pour Israël. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin de 2 ans de guerre qui a été très éprouvante pour Israël, je rappelle qu'il y a 923 soldats qui sont tombés pour libérer les otages et éliminer le Hamas, eh bien Donald Trump propose d'intégrer le Qatar et la Turquie, qui sont respectivement les sponsors financiers et diplomatiques du Hamas, qui contrôle, je le rappelle encore, la moitié de la bande de Gaza. Ils souhaitent leur participation de manière à expédier la question de Gaza, qui est devenue un boulet pour Donald Trump, qui souhaite se concentrer sur la Chine, sur le Groenland, sur la Russie. Et il le fait évidemment au mépris des intérêts israéliens. Et donc ce conseil, évidemment, n'a pas lieu d'être avec de tels participants. Comme disait Albert Einstein, vous savez, la folie, ça consiste à répéter quelque chose en s'attendant à des résultats différents. Merci donc beaucoup, un conseil de folie. Myriam, c'est à vous. Alors moi, je vais pas citer Einstein, parce que je sais pas, mais il a rien à voir avec l'histoire. Mais bon, peu importe, ça faisait joli de le citer. Et il est de ma famille, en fait. Ça faisait joli de le citer, mais on coupe pas. Globalement, oui, c'est une composition qui est très favorable à Israël. Alors j'entends ce que dit Simon sur le Qatar et notamment la Turquie, mais si vous ne les avez pas autour de la table, comment rendre légitimes toutes les décisions qui seront prises? Je rappellerai juste à Simon que les gens qui y figurent, il y a quand même Marco Rubio qui est pro-israélien dans le pouvoir exécutif. Il y a Jared Kushner qui est à l'origine des accords d'Abraham. Vous avez Mark Rowan qui est un grand industriel qui est pro-israélien et qui finance beaucoup d'initiatives israéliennes. Vous avez le président de l'Argentine, Milei Javier, qui est pro-israélien. Vous avez aussi plein de gens, d'autres ministres et d'autres présidents qui sont très pro-israéliens. Donc oui, c'est très favorable à Israël. Guillaume, vous êtes plutôt d'accord avec Simon ou avec Myriam? Je suis naturellement d'accord avec ce que Simon a exposé. J'aimerais juste prendre 1 minute, Raphaël, pour peut-être replanter le décor à nos téléspectateurs pour qui c'est peut-être pas tout à fait clair. Parce qu'il va y avoir en réalité 3 organes de contrôle à Gaza. Il va y avoir le Conseil suprême de la paix, qui, grosso modo, est un organe qui est entièrement à la main de Donald Trump, dans lequel il va y avoir disséminé, saupoudré quelques chefs d'État pour le rendre un peu plus légitime aux yeux de l'opinion internationale. En dessous, il va y avoir l'organe qui a vraiment le contrôle, c'est le comité exécutif.
Et dans ce comité exécutif, on retrouve effectivement les Qataris, les Turcs et les proches de Trump, que ce soit Jared Kushner, Steve Witkoff, dont on sait maintenant que c'est lui qui a avorté les frappes contre l'Iran qui étaient prévues pour les États-Unis. Donc c'est cet organe de gouvernance qui vraiment va avoir le pouvoir. Et enfin, dessous, il y a les technocrates palestiniens, dont la charge va être un peu celle de préfet light en France, à savoir reconstruire les infrastructures électriques et l'approvisionnement en eau. Sanitaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, quand on rajoute dans l'équation le fait que Trump propose de rejoindre le Comité pour la paix, cet organe qui vraiment aura le contrôle, pour $1 milliard, il vend en fait un accès, c'est du jamais vu. On comprend en filigrane, et je terminerai en 10 secondes. C'est très long. C'est trop long, Guillaume. En réalité, Trump veut juste faire de Gaza ce qu'il avait prévu, à savoir un grand projet immobilier. Merci beaucoup. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout seul dans l'émission. Il voit l'opportunité immobilière que représente Gaza. Oui, bon, il n'y a pas que ça qui est en jeu, puisqu'il y a une configuration qui est un peu plus complexe que ça, que les simples intérêts immobiliers de Trump. Mais je rejoins le propos de Simon. Je pense que c'est l'accueil de la Turquie et du Qatar n'est pas une bonne chose. Et lorsque Netanyahou dit à la Knesset aujourd'hui qu'il n'y aura ni soldats qataris ni soldats turcs dans la bande de Gaza, vous n'y croyez pas? À la déclaration de Netanyahou? Non, aucune déclaration. Je ne crois en aucune déclaration de Netanyahou. Netanyahou est champion de toute catégorie pour déclarer des choses qui l'arrangent à un moment donné et il déclarera le contraire demain matin. Donc je ne crois pas. Aujourd'hui, les commentateurs... Il y aura des soldats qataris? Malheureusement, aujourd'hui, les commentateurs nous disent Trump a décidé, il va lui tordre le bras. Et je pense que ce qu'on vit maintenant, c'est le deal souterrain qu'il y a eu pour la libération des otages. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on paye maintenant, c'est la puissance avec laquelle... Est-ce que c'était le prix à payer? Comment? Est-ce que c'était le prix à payer? Le bon prix à payer? Personnellement, je crois. Il fallait libérer les otages. Merci. Donc il fallait mentir pour avoir nos otages. Maintenant, ce qui se passe, on ne peut pas l'accepter. Myriam Palomba, tout en reconnaissant qu'il fallait remercier le président Trump pour son soutien à l'État d'Israël et à sa bonne volonté, Bezalel Smotrich n'a pas hésité à affirmer qu'il fallait simultanément lui expliquer que son plan est mauvais pour Israël et l'annuler. Donc vous ne partagez pas vraiment ce constat du ministre israélien? Non, de toute façon, on sait très bien que M. Smotrich, ministre d'extrême droite, veut continuer la guerre ad vitam aeternam. Donc, évidemment que ça ne lui convient pas. Alors, moi, j'entends ce que disait Guillaume Bensoussan, sauf que dans le comité exécutif, contrairement à ce qu'il a dit, le Qatar et la Turquie n'auront pas plus de poids que l'Argentine, que l'Italie ou des représentants de l'Union européenne s'ils décident d'y participer. La différence que l'Italie n'a pas financé le Hamas. Myriam, vous mélangez le comité et le conseil. Non, l'Italie, l'Union européenne seront au Conseil et pas au comité. Les négociations se sont bien faites à Doha. À un moment, si vous voulez rendre cet accord légitime, il faut bien faire participer. Sinon, les autres, sinon, vos ennemis, sinon ce n'est plus un accord de paix entre deux personnes, entre deux camps qui s'opposent. Et ce Conseil sera fantoche. C'est Simon, parce qu'il sera exclusivement dans la main de Trump. Ce qui compte vraiment, c'est autour de Simon. Simon, Bezalel Smotrich, de son côté, il a ajouté: Erdogan, c'est Sinoir, le Qatar, c'est le Hamas, il n'y a aucune différence. Concrètement, qui peut le contredire? Moi, je trouve ça curieux parce que j'ai quand même en mémoire quelques émissions passées avec Myriam Palomba où on discutait justement de ce qui provoquait la guerre à Gaza. Et l'un des griefs que vous formuliez à l'encontre de Benjamin Netanyahou, c'est précisément d'avoir laissé le Qatar pendant des années imprégner et arroser la bande de Gaza de son argent. Et maintenant qu'on dit la même chose, eh ben vous êtes contre. Non, parce que là, c'est différent. Parce que moi, je trouve ça au contraire très malin de la part de Trump. Parce que c'est pas dans les intérêts d'Israël du tout. Non, mais si, parce il veut simplement expédier. Je pense que vous le savez. Il les tient financièrement comme le big deal qu'il a fait avec eux, et que de toute façon, s'il veut que cet accord de paix soit légitimé, il est obligé de les. Et du coup, à partir du moment où vous êtes la première à avoir dit. Laissez-moi finir, Simon. À partir du moment où ils signeront un accord de paix, ils ne pourront plus être dans l'opposition. Donc, je trouve ça. Vous êtes la première à avoir dit sur ce plateau qu'il ne fallait plus, qu'il fallait couper les têtes de financement. Et maintenant, on leur redonne le pouvoir de refaire exactement. Bien sûr, c'est devoir. On ne laisse pas. Attendez, laissez-moi. On s'entend plus. On ne laisse pas.
on ne laisse pas, rapidement, si on est Simon, un après minimum t'es responsable, les mêmes causes en s'attendant à ce que les mêmes effets ne se Sauf reproduisent qu'ils pas. seront On minoritaires. vous a compris. David Benichai. Non, Plusieurs responsables étrangers ont reçu l'invitation. 1 milliard de dollars pour une adhésion prolongée, ça, c'est ce qu'a dit Guillaume, il a raison. Et parmi les invités, Ça m'arrive souvent. pas tout le temps, Vladimir Poutine, qui n'est pas votre ami, non. et la France qui devrait décliner. Quand on voit toute cette composition-là, quand on voit ce puzzle qui est en train de se former, avec une information, encore une fois, que j'ai donnée la semaine dernière, mais qui semble totalement sortie de nulle part, mais qui est réelle, c'est Reuters qui l'a annoncé, que le Bangladesh souhaitait envoyer des soldats dans la bande de Gaza. Enfin, tout ça, ça sent pas très bon, quoi. Je rebondirai sur le titre du spectacle Schizophrénie, parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans la politique internationale relève très clairement de la schizophrénie. On a d'un côté un président Trump qui veut attaquer l'Iran, l'Iran qui est lui-même en phase avec le Qatar qui soutient les frères musulmans. Ensuite, on veut intégrer Poutine qui est en guerre et les Français qui est en guerre avec l'Europe. Donc on est dans un scénario. Je pense que les Marx Brothers auraient pas fait mieux Exactement. que la schizophrénie ambiante dans laquelle on est. C'est délirant. Mais concernant le Qatar, je vais revenir à des choses sérieuses. Concernant le Qatar, il ne peut pas y avoir d'un côté les gens qui, comme moi, manifestent contre le Qatar et le fait que c'est un pays ennemi et qu'il y a le Qatargate actuellement. Et on ne peut pas laisser faire qu'il continue à financer le Hamas. Et on ne peut pas continuer à accepter que le Qatar, avec l'Iran affaibli certes, continue à financer de par le monde les frères musulmans. Là-dessus, ça doit être clair. Ils n'ont rien à faire dans ce conseil et on doit mettre un veto sur leur participation. Merci beaucoup. Et je tenais à ajouter une dernière chose tout de même, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous avons un historique en Israël avec Trump. J'ai amené ici, Raphaël, un petit tweet qui a peut-être échappé à la mémoire de certains. Plus haut. Voilà. Souvenez-vous de ce tweet qui avait été publié par Donald Trump le 24 juin dernier, qui avait ordonné via son réseau social Truth aux pilotes israéliens de faire demi-tour alors qu'ils étaient en route pour l'Iran à la fin de la guerre des 12 jours pour ne pas frapper les centres névralgiques de contrôle de Khamenei en Iran. On s'en souvient. Donc Trump, en fait, certains voudraient se dire qu'il est notre allié indéfectible. On est très loin de ça. Et j'ajouterai une dernière chose par rapport à ce que David a dit. C'est que la deuxième dernière Trump chose que vous voulez ajouter. Oui, je sais. Trump a reçu un avion d'une valeur de 400 millions de dollars de la part du Qatar. Quelques mois plus tard, il invitait le prince héritier de Qatar à bord même de Air Force One. Donc, les liens entre le Qatar et Trump sont très troubles. Merci beaucoup. Et il ne faut surtout pas penser qu'on est en terrain conquis. Ainsi s'achève ce premier débat consacré à Donald Trump et au Conseil de paix pour Gaza. Notre invité est franco-américain. Vous le connaissez pour ses interventions à l'antenne d'i24 News avec la casquette de porte-parole de Republican Overseas France. Nicolas Conquer a récemment sorti un livre intitulé « Vers un Trump français, colère française, miroir américain » aux éditions Fayard. L'interview du tac au tac, c'est maintenant. Bonsoir Nicolas Conquer, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News pour présenter votre livre « Vers un Trump français, colère française, miroir américain ». Alors première question Nicolas, la France copie la musique américaine depuis des décennies, elle va bientôt copier son président si singulier et tellement américain. Alors, c'est vrai de le constater qu'il y a des phénomènes qui passent l'Atlantique, et ce, depuis Tocqueville, c'est-à-dire depuis la fondation de la démocratie américaine, où on a été observateur, il y a eu des échanges. Il y a eu des phases de rapprochement, il y a eu des phases de distance, mais aujourd'hui, je pense que les mêmes mots que ont traversé la société américaine sont ceux que connaît la France et d'autres sociétés occidentales, et les mêmes causes appellent souvent les mêmes effets. Alors, pas forcément dans la même incarnation, mais un style de campagne, une aspiration. Ce que Trump a cherché à vendre sur ce nouveau rêve américain, c'est ce qu'on doit pouvoir redonner comme aspiration de verticalité à des peuples des démocraties occidentales qui n'ont pas de vision, pas de fierté et pas de croyance en l'avenir. Et en plus, une défiance très prononcée vis-à-vis du personnel politique. Mais la classe politique française n'était pas trop pétatiste pour voir émerger un Trump. Alors, effectivement, on peut s'intéresser à la personne de Trump. Moi, ce que j'analyse dans le livre, c'est surtout son moment. Est-ce que ça veut dire de quoi est-il l'héritier? Qu'est-ce qu'il veut dire à travers sa rhétorique? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qui le singularise? Et qu'est-ce qui pourrait être répliqué? Qu'est-ce qui peut venir
ajouter une nouvelle singularité, une nouvelle incarnation qui répond à des attentes fortes de la part de la population française. Et qu'est-ce qui pourrait susciter un rejet? L'enjeu, vous l'aurez compris, n'est pas de faire un vulgaire copier-coller, mais justement de s'inspirer de ce qui a pu fonctionner dans la communication politique, dans les thèmes, dans la construction de coalitions, dans la guerre culturelle qui est absolument nécessaire et dont on ne peut pas faire l'économie et qui est nécessaire justement pour porter une incarnation qui serait sans doute d'une inspiration trumpiste, mais sans doute avec un autre visage. Et il y a différentes personnes talentueuses dans l'administration Trump, notamment son vice-président, Sylvain Morgard, pour lesquels je pense qu'on trouverait des personnalités similaires en France, qui peuvent être soit des personnes issues du monde de la politique, soit, évidemment, je creuse à travers un portrait robot en toute fin du livre, des critères qui pourraient donner lieu à un Trump pas français, mais un Trump à la française, ou éventuellement, vous l'aurez compris, un J.D. Vance français. Et donc je me positionne sur différentes personnes, pas beaucoup de femmes d'ailleurs, talentueuses, dont certaines qui sont très proches d'Israël, notamment des Sarah Knafoud, des Marion Maréchal, mais j'en exclus personne, que je prends sous différents critères. Et voilà, ça peut prendre du temps. Et derrière, il ne faut pas grand-chose pour que ces personnalités qui ont déjà une forte adhésion dans l'opinion populaire puissent vraiment passer d'une personne favorite à vraiment une icône et capable de créer une coalition et porter un mouvement à la présidence. Mais Nicolas Conquer, pour être un Trump, il faut être à la tête d'un pays puissant qui peut martyriser ses camarades de façon diplomatiquement incorrecte, comme le fait Trump actuellement. Et la France n'est plus cette puissance. Alors je pense que c'est surtout une affaire de volonté. Déjà, il ne faut pas tomber dans ce défaitisme ou ce déclinisme. Je pense que Donald Trump, il a hérité d'une situation dans laquelle les États-Unis n'étaient pas forcément au sommet de leur leadership sur la scène internationale. La scène diplomatique sous l'administration Biden a été chaotique. On se souvient, hélas, du drame et du pogrom du 7 octobre, mais également du déclenchement de la guerre en Ukraine, du retrait chaotique des troupes d'Afghanistan, avec ces scènes absolument horribles. Et je pense que Donald Trump a su enrayer cette descente et réarmer et make America great again, rendre sa grandeur à l'Amérique. Et je pense que c'est tout à fait on n'attend rien de moins que c'est une ambition similaire pour un leader français. Et il ne faut pas partir du fait qu'on ait une grandeur passée. Au contraire, on a une voix qui compte et on a encore beaucoup à apporter au monde. Et de fait, c'est une histoire de volontarisme et de courage politique, notamment vis-à-vis de certains pays auprès desquels on a trop souvent fait de l'aplaventrisme, notamment que ça soit d'anciennes colonies françaises ou des États algériens notamment, que vis-à-vis de certains autres puissances hostiles vers lesquelles il faut arriver à pas juste dans des déclarations, dans des communiqués, dans des circulaires, mais davantage dans une diplomatie du fer. Merci beaucoup Nicolas Conquer. Restez avec nous, je fais réagir le panel. Simon Mauss, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble de ce que vient de dire notre ami. En effet, je suis d'accord avec cette idée que la France n'est pas vouée à la défaite et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est surtout le fruit d'un défaitisme. Vous savez, dès lors que la question stratégique militaire revient sur la table, comme ce fut le cas avec la guerre en Ukraine, vers qui on se dirige en Europe? Vers la France, parce que c'est la France qui a l'épée, c'est la France qui a l'armée la plus puissante d'Europe. Et il est vrai que je me dis qu'il y a un siècle, on était la première puissance du monde avec la Grande-Bretagne. On a tout à fait le droit et le devoir même de vouloir, pour notre pays, de redevenir sur le devant de la scène. Myriam? C'est ça qui est dit. Moi, ce que j'aime chez Donald Trump, c'est cette personnalité qui dit les choses de façon cash, qui n'a pas peur d'appeler un chat, qui veut que son pays brille, qui est là pour défendre les intérêts de son pays et aujourd'hui et qui a du charisme. Aujourd'hui, franchement, dans la classe politique française, j'en vois très peu. De toute façon, tant que nous aurons des politiques qui resteront dans l'Union européenne, nous serons un pays féodé et nous ne retrouverons pas notre grandeur et notre souveraineté. David? On peut tout à fait rester dans l'Union européenne tout en on va pas lancer un débat de l'Union européenne. Attention. On l'a vu. Non, Simon, on lance pas. On l'a vu avec le Mercosur. On va pas lancer Myriam Palomba sur l'Union européenne, sinon on a une masterclass de 2 heures. David Benichai. Alors, peut-être une petite aparté qui m'a amusé, parce que quand on a parlé de Trump, moi, le politique français auquel j'ai pensé, par association, ça va vous paraître un peu tordu, mais c'est Jean Lassalle qui m'a toujours fait rire. Et Trump me fait rire, et me fait rire aussi. Maintenant, attention, on peut avoir des idées pour la France, on peut avoir des idées pour l'Europe, on peut
avoir un repositionnement au niveau de l'influence mondiale, que ce soit au niveau de l'armée, etc. Mais on n'est pas obligé d'avoir un président qui est aussi versatile, qui est aussi imprévisible. Alors peut-être qu'il dit les choses, mais en attendant, il dit les choses un jour et le lendemain, il dit le contraire. Donc bon, je suis pas certain qu'on a besoin de ça, quoi. Nicolas, le mot de la fin en 30 secondes Moi, avant la j'aimerais publicité. pouvoir réagir aussi. Non. Nicolas, effectivement, la capacité à communiquer. communiquer son énergie et de voir Donald Trump qui n'est pas un politicien de l'establishment, il prend un plaisir à être en campagne, à connecter avec ses électeurs, c'est clé et je pense qu'on a une véritable attente et une soif d'incarnation en France, mais on aurait tort de le caricaturer juste à ce fait d'être le showman et le producteur de sa propre émission de télé-réalité. Il est vraiment le symbole et l'incarnation de quelque chose de beaucoup plus profond, un courant paléoconservateur, de protectionnisme raisonné, et tout ça, ça répond à, je pense, à des attentes qui ne sont pas américaines ni françaises, mais occidentales. Merci beaucoup Nicolas Conquer d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous revenez quand vous voulez et nous on se retrouve après une courte page de publicité pour le tour de l'info et le second débat de l'émission. Restez avec nous sur i24 News. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30.
Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs, pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Simon Mauss, Myriam Palomba, Guillaume Bensoussan et David Benishai. Comme promis, je vous propose tout de suite de faire le tour du reste de l'info. Myriam Palomba, je commence avec vous. On va parler budget. Sébastien Lecornu opte pour le 49.3. Macron salue la copie budgétaire et le RN et LFI annoncent le dépôt de motions de censure. Lors du compte-rendu du Conseil des ministres ce lundi 19 janvier, le Premier ministre a opté pour le 49.3 afin de doter la France d'un budget non sans regret et amertume. C'est une information de nos confrères de toute la presse française. Myriam, à vous de réagir. Oui, moi je trouve ça juste honteux. Monsieur Lecornu avait promis de ne pas passer en 49.3 comme l'avait fait sa prédécesseur Elisabeth Borne qui a le record de 49.3. Je trouve ça juste honteux. On va augmenter, ce budget va augmenter le déficit et la dette publique, va mettre de nouveaux impôts sur la tête des Français et au lieu d'assainir les dépenses de l'État sur certains points qui coûtent extrêmement cher. Je parle évidemment du cabinet de Brigitte Macron, de toute l'administration qui ne sert à rien et des budgets qui sont dépensés à tort et à travers. Non, ce sont encore les Français les plus pauvres et les plus modestes qui devront payer la facture. Simon, une réaction à cette information ? Une réaction très simple. Je ne suis pas le porte-parole du tout de Monsieur Lecornu. Simplement, on peut dire qu'il a tout tenté, quoi, et que c'est vrai que c'est bien de critiquer, mais l'alternative, c'est la dissolution. Dissolution juste avant les municipales ou après. La vraie échéance, la prochaine échéance, la grande échéance, ce sera, et tout le monde le sait bien, la présidentielle et ensuite, évidemment, les législatives. On est en fin de parcours de la Macronie et on ne peut pas vraiment reprocher à Sébastien Lecornu de ne pas avoir tout tenté. Guillaume Bensoussan. Oui. Quand j'ai vu cette information, je me suis dit un peu comme ce que vient de se dire Simon, c'est-à-dire que il a beaucoup bataillé, malheureusement il est dans une impasse, et donc soit il dissout, il rend à nouveau son mandat, puisqu'on se souvient il avait déjà fait début octobre, soit effectivement il va au 49.3, et j'imagine que ce 49.3 a dû être concerté avec le Parti Socialiste, lui qui s'était en façade opposé à la tenue d'un 49.3, mais dans l'intérêt de pas mal de gens, on a vu que Retailleau a également dit qu'il ne voterait pas la censure. De la sorte, il est quasiment assuré de pouvoir ne pas être renversé par le Parlement. David Benishai, on revient en Israël ? Ouais, ça vous va mieux ? Ouais. L'armée israélienne et le service de sécurité intérieure Shin Bet ont annoncé avoir lancé une nouvelle opération à Hebron visant à démanteler, je cite, des infrastructures terroristes dans la ville. L'opération se concentrera dans le quartier de Jabal Johar et devrait se poursuivre pendant plusieurs jours. Alors j'ai une question en 3 mots, pas le choix ? Malheureusement, c'est pas le point de vue que j'ai sur ce qui se passe en Cisjordanie. Donc, je suis pas capable, parce que j'ai pas les éléments sécuritaires pour savoir si effectivement on se trouve à l'aune d'une nouvelle intifada ou du moins d'une organisation qui risque de commettre un certain nombre de dégâts dans les territoires et en Israël. Donc, s'il faut le faire, de toute façon, le gouvernement depuis le début de la guerre, la façon dont on a tenu, mais même avant. Mais souvenez-vous, même avant, mais ça montait en puissance. En 2022, il y avait brisé la vague, etc. Donc c'est monté en puissance et les services de sécurité et de ce point de vue-là et l'armée font le boulot. Concernant mon point de vue sur ce qui se passe de notre côté en tant que citoyen, je parle des colons en Cisjordanie, des attaques sur les Palestiniens. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de renseignements, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police. On n'a pas vu, on regarde le plafond, et en attendant, il y a des exactions qui se passent et qui reviennent en permanence, chaque jour. Donc, d'un côté, effectivement, on essaye de bloquer le terrorisme, et d'un autre côté, tout ce qui va alimenter en carburant
Le terrorisme, c'est aussi le fait qu'il y ait des colons qui s'attaquent à la population palestinienne. Donc moi, je veux bien, j'ai juste un petit peu l'impression qu'on tourne en rond, qu'on se mange la queue, et que si on avait une politique un peu cohérente en Cisjordanie, on serait peut-être pas obligé à la fois de faire des attaques comme ça, et en même temps de continuer à laisser des exactions sur la population que vous palestinienne. confondez la cause et la conséquence, c'est-à-dire que il se passe justement ces opérations de contrôle tout simplement parce qu'il y a sans cesse une volonté d'éradiquer l'État juif. Et il faut bien tenir présent à l'esprit que c'est parce qu'Israël est implanté notamment en zone C, en Judée-Samarie, que la Judée-Samarie ne se transforme pas en Gaza. C'est du fait de ces opérations régulières. Non, pas seulement. Bien évidemment que oui. Non. On ne vous mettra pas d'accord. L'autorité palestinienne, pour en dire simple. Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Simon, votre information. Un article de nos confrères du Figaro, cette fois. Un désaveu formulé par un pilier de la vie musicale israélienne, Zubin Mehta, a dirigé pendant plusieurs décennies, de 1977 à 2019, le Philharmonique de l'État hébreu. L'artiste américano-indien a décidé d'annuler l'ensemble de ses engagements prévus dans le pays en 2026, une décision destinée, je cite, à manifester son opposition au traitement que Benyamin Netanyahou réserve à la population palestinienne dans son ensemble, précise le chef d'orchestre de 89 ans, pour qui on ne peut pas séparer musique et politique. Est-ce que vous comprenez cette décision ou on ne va pas en faire toute une symphonie ? Très beau jeu de mots, Raphaël. Non, franchement, j'ai lu la biographie de ce chef d'orchestre. Je fais la différence entre les ennemis d'Israël et les critiques d'Israël. En l'occurrence, Zubin Mehta a fait jouer la Tikva à Berlin. Il a composé et organisé des concerts pour Gilad Shalit. Alors évidemment, je déplore cette décision qui est une punition pour tout le peuple israélien. Il a 89 ans, il ne s'agit pas de faire de la discrimination, mais j'ai aussi également toujours un respect aussi pour nos anciens, et on n'est pas là devant un ennemi obsessionnel ni un antisémite. Donc évidemment, je déplore cette position. Après, pour répondre à votre question très lyrique, oui, on ne va pas en faire toute une symphonie. David ? Non, je suis sur la même longueur d'onde que Simon de ce point de vue-là. Je comprends, il n'est pas le premier. Daniel Barenboim, quelques décennies plus tôt, il y a un moment donné où des artistes, à un endroit où ils se positionnent et avec leur notoriété, peuvent porter un regard sur des situations. Et quand ces situations sortent du commun, sont des situations d'exception, ils ont à dire des choses, éventuellement à faire des choses. Donc je respecte, ça ne me fait pas plaisir, je respecte parce que j'adore ce chef d'orchestre. J'ai oublié le chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Mais bon, je comprends par rapport à ce qui se passe en Israël qu'il puisse y avoir des réactions comme ça. Guillaume Bensoussan ? Oui. Vous savez, sur RTL, une chaîne concurrente, il y a quelques semaines, Julien Doré faisait l'éloge des artistes qui avaient le courage de ne pas s'engager. Moi, je trouve quand même un peu facile, quand on a 89 ans, qu'on a fait finalement carrière à la tête de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, de tout à coup se découvrir une bonne conscience pour pouvoir s'en aller tranquillement. C'est pas tout d'un coup. Je trouve ça un petit peu limite quand même. Guillaume, vous avez la parole. Eh bien, vous la gardez, la parole, pour votre information. Je vous écoute. Un article de nos confrères de CNN traduit par mes soins. Google Translate, merci beaucoup. Plusieurs personnalités de gauche ont remis en question les liens de Josh Shapiro avec Israël lors du processus de sélection précipitée du colistier de Kamala Harris en 2024. À tel point, écrit Shapiro dans une copie obtenue par CNN de son livre, que Dana Remus, ancienne conseillère juridique de la Maison-Blanche sous la présidence de Joe Biden et membre importante de l'équipe de Kamala Harris, lui a demandé, tenez-vous bien, avez-vous déjà été un agent du gouvernement israélien ? Une réaction ? C'est le vieux trope antisémite de la double allégeance. Et ce vieux trope revient de l'autre côté de l'échiquier politique. Alors, il a souvent, pendant tout le XXe siècle, été porté par la véritable extrême droite. Il revient à l'extrême gauche, islamo-gauchiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment quand on voit des États clés comme le Michigan, on se rend compte qu'aux États-Unis, ce courant a énormément de portée. On a vu les manifestations monstres sur les campus pendant les 2 ans de guerre à Gaza. Évidemment, Kamala Harris s'inscrit là-dedans pour des visées purement... s'est inscrite, là-dedans pour des visées purement électoralistes. Il faut rappeler que Josh Shapiro
a été surnommé par le camp démocrate Genocide Josh. Josh le génocidaire. Un traitement qui n'a été réservé à nul autre. Donc évidemment que c'est pour sa foi juive que Shapiro a été écarté. Il a eu le courage de ne surtout pas accepter les demandes d'excuses qu'avait exigé de lui Kamala Harris pour éventuellement être désigné comme son ticket. C'est un homme respectable de ce point de vue-là. Et les démocrates se sont entièrement fourvoyés. Je crois que les Américains ont envoyé un message très clair quant au choix qu'ils ont fait en novembre 2024. Myriam Palomba, une réaction à cette information, Josh Shapiro ? Non, je suis pour le coup d'accord avec Guillaume, mais de toute façon, il fallait bien faire un choix et pour le coup, eh bien, il en a été victime. Mais oui, ça laisse présager, enfin en tout cas le fameux mythe du complot juif. C'est assez désespérant. Voilà, merci à tous les cas. Une petite réaction ? Oui, enfin, Josh Shapiro, c'est pas le seul juif qui est chez les démocrates, donc que ce soit maintenant un tfou, c'était... cette question, tout de même. On parlait d'être le ticket pour l'élection présidentielle. Alors après, c'est des jeux, c'est des jeux politiques, c'est pas généralement... Mais que la montée de l'antisémitisme. Il a été disqualifié pour ça, David. Oui, mais ça fait partie des savonnettes politiques. Il n'y a rien à ajouter à ça. Mais non, ça fait partie des savonnettes politiques, et elles sont puantes, et on l'a vu avec le maire de New York. Oui, ça dit beaucoup de choses à propos du Parti démocrate. Merci à tous les quatre pour ce tour de l'info. Le comité constitutionnel de la Knesset s'est réuni ce matin pour examiner une proposition visant à créer une commission d'enquête sur le massacre du 7 octobre. Selon cette proposition, les membres de la commission seraient désignés à parts égales par la coalition et l'opposition. Le Conseil d'octobre a boycotté la séance et, en signe de protestation, a créé une commission alternative pour une enquête d'État. Ces tensions à la Knesset ont inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Refuser une commission d'enquête étatique après le 7 octobre, est-ce tenable pour le gouvernement ? Guillaume Bensoussan a répondu oui et David Benichai a répondu non. Attention, Guillaume, David, c'est son sujet de prédilection. Ça se débat, saison 1, épisode 45, face à face numéro 2, c'est parti. Guillaume, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. David, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Oui. N'oubliez pas, 1 minute. Guillaume, c'est à vous. Alors, est-ce tenable ? Oui, sans doute. Ça doit être tenable d'un point de vue du maintien de l'ordre et ça doit être tenable vis-à-vis des institutions. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est moral ? C'est une autre question. Moi, je crois que lorsque l'on regarde les sondages dans l'opinion israélienne, 75% des Israéliens, et j'en fais partie, veulent une enquête qui soit indépendante du gouvernement. C'est naturel, on ne peut pas être juge et parti, et c'est ce que propose à l'heure actuelle le gouvernement. Il y a un conflit d'intérêts manifeste qui ne saurait satisfaire quelqu'un de normalement constitué et qui croira à la séparation des pouvoirs. De surcroît, une telle décision nous exposerait à de véritables remontrances, voire plus, de la CPI, qui, via l'article 17, pourrait nous attaquer et venir s'insérer dans nos affaires. Donc, je crois de telle sorte à pouvoir véritablement exercer le catharsis nécessaire pour la société israélienne que cette commission doit être organisée. Certes, il n'y aura pas de révolution de palais, ce ne sera pas la prise de la Bastille si ça se passe, mais selon moi, ça n'est pas souhaitable. Bon, alors, je ne sais pas si c'est un face-à-face, mais c'est une introduction, là. C'est pas un face-à-face, vous êtes globalement d'accord. Mais je vais amener les éléments. Vous avez compris, je pense que c'est tenable. Maintenant, si c'est souhaitable, c'est autre chose. Non, c'est pas tenable, mais je voudrais dire une chose, rajouter des éléments. Il faut bien comprendre, et nos téléspectateurs doivent comprendre une chose. Une commission d'enquête d'État, elle est indépendante et elle a des prérogatives, ce qu'aucune autre commission n'aura, puisque c'est inscrit dans la loi. Et il y a deux éléments fondamentaux pour une commission d'enquête d'État, c'est qu'elle convoque par la coercition, s'il le faut, à témoigner. Donc personne ne peut essayer de partir en vacances. Il est obligé de se présenter. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, que seule une commission d'enquête d'État a le pouvoir, c'est la levée sur tous les documents secrets des informations pour comprendre la façon dont les choses sont passées. Si vous faites une commission d'enquête politique, vous serez limité. Et troisième élément qui est extrêmement important, quel est le sujet
quels sont les éléments qu'on va aborder dans cette commission. Et aujourd'hui, la commission politique voudrait parler de Rabin ou parler de je sais pas quoi. Et une commission d'enquête, elle est professionnelle. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Non. Là, c'est au tour de Paris. Bon, Myriam, je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec David ou Guillaume, parce que David et Guillaume sont d'accord. Sur la question qui est posée, je suis d'accord. Voilà. Je dis oui. Mais c'est pas tenable. Je vous écoute, Myriam, allez-y. Non, moi je suis totalement d'accord avec les deux parce que effectivement on peut pas. Il y a un véritable conflit d'intérêts si ce sont des politiques qui jugent des politiques. Je crois qu'à un moment le gouvernement de Benjamin Netanyahou doit assumer ses responsabilités face aux attentats du 7 octobre et doit effectivement avoir une commission d'État totalement indépendante, comme le demandent d'ailleurs les familles d'otages qui ont raison de demander. Enfin, je veux dire, c'est déjà après la réforme qu'il essaye de faire de la justice pour avoir plus de pouvoir sur les juges. Enfin, s'il fait ça, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Simon Moss, la Knesset a approuvé la création d'une commission d'enquête qualifiée de politique, avec le soutien de 53 députés de la coalition le mois dernier. Il n'y aura pas de commission d'enquête étatique comme le souhaitent des familles de victimes du 7 octobre. Il y a un point. Donc, on se retrouve là dans une situation où d'un côté, le gouvernement joue la carte d'une commission, mais qui n'est pas celle qui est souhaitée par une grande partie des victimes. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec l'ambassadeur d'Israël en France, son Excellence Monsieur Joshua Zarka. Je lui ai posé une question très simple devant l'Assemblée. Comment expliquer le 7 octobre ? Et la réponse a été très claire, l'arrogance. Qu'on soit de droite ou de gauche, et Dieu sait que je ne suis pas de gauche, Israël et surtout les responsables israéliens ont un devoir de vérité. Déjà, un devoir de vérité pour faciliter la transition et le deuil, mais aussi et surtout pour éviter que ce drame absolu du 7 octobre ne puisse se reproduire. On est là non pas seulement dans la défense morale et philosophique de la vérité, des grands principes, mais aussi dans une question sécuritaire. Comment éviter que ce qui s'est passé, la pire tache noire dans toute l'histoire de l'État d'Israël, ne puisse se reproduire ? Et donc évidemment que cette commission, qui n'est pas manifestement indépendante, n'a pas lieu d'être et qu'il faut bien plus, qu'il faut davantage évidemment, et je pense que tout le monde, et c'est en ça que pour le coup, bravo à ce plateau, parce que là, sur le coup, on est tous d'accord, et encore une fois, il ne s'agit pas d'être de droite ou de gauche, simplement le gouvernement israélien doit rendre des comptes, comme c'est le cas de tous les gouvernements, de toutes les démocraties et des États de droit du monde. Oui, non, je voudrais rajouter un point extrêmement important. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous très conscients de ce qui est en train de se jouer. Je rappelle qu'il y avait une injonction de la Cour suprême à délibérer sur la question d'une commission d'enquête d'État et qu'aujourd'hui, on est à la veille potentiellement d'une crise constitutionnelle où le gouvernement pourrait essayer de faire avancer une commission qui n'est pas une commission d'enquête d'État. Et aujourd'hui, la grande question qui se pose, dans quelle mesure Bagatz ne va pas tout simplement, la Cour suprême, je veux dire, ne va pas tout simplement bloquer ça. Auquel cas, les ministres appellent déjà à ne pas respecter la voix de la Cour suprême, auquel cas on va, comme le 6 octobre, se retrouver dans une situation de crise constitutionnelle qui met en confrontation le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Alors, mais concrètement, ce gouvernement, il y a des élections qui sont prévues au courant de l'année 2026, au plus tard en octobre 2026. S'il ne crée pas la commission d'enquête d'État, que risque-t-il de se passer en réalité ? Pas grand-chose. En fait, c'est tout l'enjeu. L'idée, c'est de faire traîner suffisamment pour pouvoir ensuite organiser des élections anticipées qui permettra de diluer le poisson. J'aimerais ajouter 3 choses très courtes, pour de vrai. Allez-y. Primo, je voudrais un tout petit peu prendre la défense du gouvernement, puisque personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. On est tous d'accord sur le fond. C'est un peu dur. J'aimerais juste... C'est vrai que c'est un petit peu dur sur ce sujet. J'aimerais dire quand même que, et à raison, Netanyahou et ses ministres voient dans l'exigence de l'organisation de cette commission d'enquête un match retour de la réforme judiciaire qui a été avortée par la survenue abominable du 7 octobre. Et donc, obligatoirement, comme cette réforme judiciaire visait à limiter les pouvoirs de la Cour suprême, très logiquement, ils craignent une sorte de vengeance, à minima, de la part des juges qui voudraient, entre guillemets, pour être un peu trivial, les saquer.
Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je vais poursuivre la réflexion de Simon, qui disait qu'il y avait quelque part une forme d'unanimité sur ce plateau. Il y a, même dans la société israélienne après la guerre, une unanimité sur un grand nombre de sujets. Il y a celui-ci, l'exigence d'une commission d'enquête qui soit impartiale, qui ne soit pas mêlée aux politiques. Il y a aussi d'autres questions, comme le Giyus des Haredim, l'enrôlement des Haredim. Que l'on regarde à gauche ou à droite, les gens sont massivement d'accord pour cette raison. Que ce soit des gens de droite qui, pour certains, ont perdu leurs enfants à la guerre, dont d'autres, par exemple, qui vont être jeunes parents, vont avoir des enfants et se disent « Mais comment se fait-il que moi, mes enfants, quand ils vont avoir 18 ans, ils vont peut-être mourir, alors que d'autres peuvent avoir la tranquillité d'esprit de se dire jusqu'à la fin de leur jour, ils n'auront pas à mettre leur vie en jeu », ça, c'est absolument insupportable. Et alors, dernière chose que je voulais ajouter, il y a eu des enquêtes qui ont été organisées au niveau de l'armée, d'accord ? Et malheureusement, Brik, le Halouf Brik, a beaucoup communiqué sur le sujet et a fait savoir que toutes ces enquêtes, beaucoup d'entre elles, il y en a eu des dizaines, n'avaient présenté aucun résultat probant. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement eu, à un haut niveau, à un haut échelon militaire, une volonté... Je connais Israël Brik, en l'occurrence. Mais justement, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Il a dit. Je veux quand même préciser quelque chose. Attendez. Simon, pas d'accord avec ça. Simon, c'est à vous. Je veux quand même préciser quelque chose quand on parle de défendre ou pas défendre le gouvernement. Il ne s'agit pas de défendre ou d'attaquer le gouvernement. Il faut tracer une frontière très claire entre deux concepts. La culpabilité et la responsabilité. La culpabilité revient entièrement au Hamas et aux ennemis d'Israël. La responsabilité, c'est une autre chose. Et il convient et il importe que les responsables israéliens, qui sont responsables de la vie des citoyens israéliens, puissent rendre des comptes. Il ne s'agit pas, encore une fois, de tirer à boulet rouge sur Benjamin Netanyahou ou sur tel ou tel ministre. Mais il s'avère qu'il y a eu un gouvernement qui était en place au moment des attentats du 7 octobre et qu'on ne saurait aucunement leur dispenser toute redevabilité auprès du peuple israélien. Moi, attendez, c'est Myriam. Vous avez oublié Myriam. Oui. Myriam, la page du 7 octobre, elle ne sera pas tournée, qu'une commission étatique soit créée ou pas. Le mal, il est là, il est dans la société israélienne. Cette commission étatique, elle peut servir pour guérir un peu, mais il n'y aura pas une guérison complète. C'est sûr que ça a été un véritable traumatisme. D'ailleurs, il y a encore un otage mort qui n'est pas revenu et ça, on n'en parle plus. Et je crois que c'est important quand même de le noter. Oui, effectivement, c'est un véritable traumatisme pour le peuple israélien. Mais je crois qu'il est important, quand on se dit une démocratie, de pouvoir et de devoir rendre des comptes. Et à ce titre, je crois que le gouvernement de Benjamin Netanyahou doit rendre des comptes et doit se soumettre à l'enquête d'une commission étatique indépendante. Merci à tous les quatre. C'est un tour de table qu'un débat. Et bon, parfois c'est ainsi. Merci à tous pour cette heure ensemble. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Et oui, salut tout le monde, bon Raphaël, je suis très content de faire ma chronique ce soir parce que ça me permet d'oublier que je ne suis pas au concert d'Omer Adam. Voilà, je suis dégoûté. Il y a tellement de tous mes potes au concert ce soir que moi aussi j'avais trop envie d'être à un concert. Même n'importe lequel. Et j'étais à 2 doigts de prendre des places pour Laurent Voulzy carrément. Il fait ce concert ce soir à Paris aussi. Mais bon, c'est Laurent Voulzy. Voilà, c'est pas trop mon délire. Du coup, puisque je suis là, je vais te raconter ma soirée de samedi soir, Raphaël. Voilà, samedi, j'étais au Palais de Tokyo. Il y avait que des juifs. Ah là là, ces juifs, ils sont partout. Incroyable. Truc de fou samedi. 24 humains m'ont reconnu grâce à I24. Ah, c'est incroyable. 24 sur 800. Mais bon, 24. C'est incroyable. Je suis venu là pour faire la fête. Au final, c'était un meeting de trucs. J'ai parlé à plein de gens. J'ai fait ma promo. À un moment, je me suis dit peut-être que je vais croiser Myriam Palomba. Mais non, elle est pas venue, dommage. Mais le truc, c'est que je suis pas habitué à tout ça. Voilà, samedi, il y a un fan, il m'a demandé une photo. Ensuite, c'est moi qui ai suivi le gars sur Insta. Et après, je lui ai demandé de m'envoyer la photo. Voilà, je suis pas habitué à tout ça, Raphaël. Mais en tout cas, les gens qui viennent me voir et qui me disent de continuer, que c'est super, et ben, ça fait super plaisir. Et pour finir, Raphaël, ce soir, on pense très très fort à tous les Marocains qui nous regardent. Voilà. Très très dur ce qu'a vécu le Maroc hier à la Coupe d'Afrique.
C'est fou, voilà, c'est comme si tu as un penalty à la toute dernière seconde d'une finale. Après 50 ans d'attente, tu peux envoyer ton pays sur le toit de l'Afrique et au moment de tirer le penalty, tu fais une passe au gardien adverse. C'est irréel, ça n'aurait aucun sens. Bon, allez, j'arrête de parler de ça et j'y vais, Raphaël, parce que finalement, je vais au concert de Laurent Voulzy. Allez, à demain. Allez, bon concert de Laurent Voulzy, mon cher Julien Assal, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup Myriam Palomba, merci Simon Moss, David Benichai et Guillaume Bensoussan. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Dror Eben Sapir, suivi du grand oral de Michael Darmon avec comme invité Marek Alter et Arnaud Lacheret. Bonne soirée sur i24 News.